dame que j'aime. Qui c'est? Enterre une bonne fois, ta vieille. Non mais ça va pas. Je suis pas une pute. Avec des assassins, toi. Les assassins? Tu es complètement... Si c'était lui. C'est pas lui, c'est pas lui. Pour en faire des tueurs. Allez, sors! Si tu sors pas, on vient te chercher! Descends, tu es là! Arrêtez, nom de Dieu! Sors de là! Mercredi 11 août à 20h35 sur FR3, La Meute, un téléfilm d'Ivan Butler et Michel Croce-Spinelli représentant la Suisse pour le prix Camance. What sneaking fellow comes yonder? Where, yonder? That's Deiphab. Deuce Troilus! There's a man, niece. Brave Troilus, the prince of chivalry. Mark him, note him, oh brave Troilus. Look well upon him, niece. Look how his sword is blooded and his helm more hacked than Hector's, and how he looks and how he goes. Memnon, how if he had boils full of generally. Thersites. Boils run. Say so. Didn't the general run then? When of that botchy call. Dog. Then would come some matter from him, Athena, now. Thou bitch wolf's son, canst thou not hear? Feel it. Oh! The plague of Greece upon thee, thou mongrel beef-witted law. Troilus shall be such to Cressid, as what envy can say worst shall be a mock for his truth. And what truth can speak truest, not truer than Troilus. She strokes his cheek. Now she sharpens. Well said, Whetstone. Mind swayed by eyes are full of turpitude. Samedi 14 août à 20h35 sur FR3, cycle Shakespeare en version originale sous-titrée, Troilus et Cressida. Trois enfants dans le désordre, tel est le tiercé encombrant que va gagner Bourvil, héros de notre film de ce soir, au cours d'une histoire rocambolesque dont je ne vous dévoilerai pas les péripéties. Mais je peux vous dire que la distribution réunit autour de Bourvil, attendrissant naïf, Jean Lefebvre, roi de la gaffe, Rosie Vart en ancienne cantatrice, ainsi qu'Anne-Marie Carrière, Pierre Doris, Jacques Legras, enfin des comédiens qui devraient nous éviter la neurasthénie. C'est à 21h55 que Jean-Jacques Perrot vous présentera Soir 3, deuxième édition. Et à 22h25, Claude Jean-Philippe nous propose le 23e chapitre de son encyclopédie audiovisuelle du cinéma français, le réalisme poétique avec René Clair, Duvivier et Renoir. Enfin, 22h50, Prélude à la nuit, des mélodies d'Hugo Wolf, interprétées par Christa Ludwig et Herman Prey, accompagnées au piano par Geoffrey Parsons. Nous vous souhaitons à tous une excellente soirée sur FR3.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Peut-être une piste en vue dans l'enquête sur l'attentat de la rue des Rosiers, celle du groupe Abu Nidal, des Palestiniens opposés à l'OLP. À Jérusalem, Menahem Begin a mis en cause aujourd'hui durement le rôle du gouvernement français et de la presse française. Liban, le cabinet israélien accepte le principe du plan Habib, mais pose d'ultimes conditions. Et puis nous verrons aussi dans ce journal les conséquences pour l'industrie française de l'embargo américain sur les livraisons de fournitures pour le gazoduc sibérien. Et enfin, nous vous donnerons à la fin de ce journal tous les résultats et des extraits de certains matchs de la première journée du championnat de France de première division de football. Une première piste, donc, se dessine peut-être pour l'enquête sur l'attentat de la rue des Rosiers, dont je vous rappelle encore une fois le bilan, 6 morts et 22 blessés, dont 2 aujourd'hui sont dans un état critique. Le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, a révélé aujourd'hui que les armes utilisées par le commando étaient des pistolets mitrailleurs de type WZ-63, des armes fabriquées en Pologne, des armes du même type que celles employées le 4 juin dernier à Londres lors de la tentative d'assassinat de l'ambassadeur d'Israël en Grande-Bretagne, et également à Vienne en août de l'année dernière lors de l'attaque de la Grande Synagogue de Vienne. Ces 2 attentats avaient été revendiqués par le groupe Abu Nidal, d'où l'hypothèse avancée par le ministre de l'Intérieur qui a mis en cause, sans citer nommément ce groupe, une organisation internationale qui commet des attentats antisémites à travers l'Europe. Ce sont les propos du ministre de l'Intérieur. Alors pour essayer de comprendre où pourrait aboutir cette première piste, voyons d'abord l'enquête menée aujourd'hui par Jean-Charles Degnaud à partir de ces fameux pistolets mitrailleurs. Aucune revendication sérieuse, des témoignages nombreux mais contradictoires, l'enquête sur l'attentat de la rue des Rosiers s'annonce longue et difficile. Parmi les 40 témoignages recueillis, une quinzaine seulement ont retenu l'attention des services de police. Encore sont-ils contradictoires puisqu'ils n'ont pas permis d'établir le nombre exact de personnes qui formaient le commando. Certains points en revanche ont été éclaircis. Nous savons donc maintenant que la trace du commando a été perdue très rapidement à 300 mètres seulement du restaurant Goldenberg. Nous savons aussi que sa fuite s'est faite à pied sans être protégée par une voiture comme on l'avait dit hier. Mais le point le plus important de l'enquête porte sur les indices matériels recueillis sur les lieux. Gaston Defferre a révélé cet après-midi que les douilles de 9 mm et un chargeur de pistolet mitrailleur ont permis d'établir que les armes utilisées par les tueurs étaient des WZ-63 de fabrication polonaise. Ce pistolet mitrailleur, dont nous avons retrouvé les caractéristiques dans une revue spécialisée, est particulièrement meurtrier. C'est une arme de professionnel qui permet à une personne entraînée de grouper une rafale à 50 mètres dans un cercle de 50 cm. Elle est discrète puisqu'elle mesure 33 cm et pèse 1,6 kg seulement. Moins répandue que les kalachnikovs, cette arme est utilisée par les services secrets et les gardes du corps. Il est, paraît-il, possible de se la procurer assez facilement sur le marché international des trafiquants d'armes. L'enquête est donc difficile, toutes les hypothèses sont étudiées, elles vont d'action directe aux amis de Carlos en passant par le groupe Abu Nidal. Alors justement, ce fameux groupe Abu Nidal, que représente-t-il au juste? On n'en connaît exactement ni le nombre, ni le dessin véritable. Mais Joël Hazard, il serait peut-être bon d'abord que vous nous expliquiez un peu d'abord qui est Abu Nidal. Oui, depuis quelques années, dans chaque attentat dirigé contre les diplomates israéliens, contre la diaspora juive à travers le monde, nombre d'observateurs voient en effet la main d'Abu Nidal. On se souvient de l'attentat le 3 juin dernier commis contre l'ambassadeur d'Israël à Londres, Shlomo Argoff. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un attentat commandité, téléguidé par Abu Nidal. L'agresseur du diplomate a été arrêté, il serait le propre neveu d'Abu Nidal. Scotland Yard a d'ailleurs trouvé sur lui des papiers indiquant qu'il devait exécuter peu après le représentant de l'OLP à Londres. Car depuis 10 ans, Abu Nidal, du nom de guerre de Sabri al-Ghana, poursuit un seul objectif. On voit, sur cette diapositive, on voit d'ailleurs Abu Nidal. Abu Nidal donc poursuit un seul objectif, rendre impossible toute ébauche de solution négociée au Proche-Orient et empêcher les tentatives d'un dialogue ou d'une ébauche, d'une approche du dialogue entre Israéliens et Arabes. Pour 2 raisons. D'abord, Abu Nidal règle ses comptes. Il a été exclu du Fatah, le mouvement de Yasser Arafat au sein de l'OLP, pour abus de pouvoir et détournement de fonds. C'était en 1973. Il s'installe successivement en Irak et en Syrie, travaille tantôt pour les services secrets irakiens, tantôt pour les Syriens. Son but déclaré, liquider la direction de l'OLP, pour se venger en fait, mais aussi radicaliser la confrontation israélo-palestinienne. L'attentat
contre la synagogue de Vienne en août 81 est signé Abou Nidal. L'attentat contre le représentant de l'OLP à Paris en 78 est également à mettre à son compte. Il dresse les uns contre les autres. À noter que ces attentats coïncident toujours à des moments critiques dans la tension israélo-arabe. Abou Nidal fut ainsi le jeu des extrémistes. Enfin, il faut préciser qu'Abou Nidal a été condamné à mort par l'OLP. Merci Joël. Cela dit, bien sûr, il ne faut exclure aucune piste. Une autre semble se dessiner en Autriche, où également de nombreux attentats antisémites ont été commis le mois dernier, en particulier des attentats qui, cela n'avait pas fait de victimes, heureusement. Et aujourd'hui, la police de Salzbourg a interpellé un deuxième extrémiste de droite. Elle en avait déjà arrêté un les jours précédents, qui serait soupçonné d'être l'auteur d'un des attentats contre une chaîne de magasins appartenant à un industriel juif de Salzbourg. On a saisi au domicile de ce jeune extrémiste de droite du matériel de propagande néo-nazi, en particulier des portraits d'Hitler et des drapeaux portant des croix gammées. Cet attentat de la rue des Rosiers, hier, la plus meurtrière, je vous le rappelle, des actions antisémites commises en France depuis la guerre, cet attentat avait déjà provoqué dès hier, dans le quartier de la rue des Rosiers, des réactions hostiles au gouvernement français. Aujourd'hui, c'est le Premier ministre israélien, Menahem Begin, qui renchérit à son tour avec un propos très dur. Le crime commis à Paris, a-t-il dit, est le résultat des déclarations choquantes sur les Oradours et des propos inconsidérés de la presse française à propos de la guerre du Liban. La déclaration choquante sur Oradour, c'est une allusion claire à une déclaration récente de François Mitterrand qu'il avait faite à Budapest. M. Begin va même plus loin. Si les autorités françaises, a-t-il dit aussi aujourd'hui, ne mettent pas fin aux actions meurtrières des néo-nazis contre les juifs, je n'hésiterai pas à lancer un appel aux jeunes juifs de France pour qu'ils se défendent. Alors, pas de réaction officielle pour l'instant du gouvernement français à ces propos de Menahem Begin. Pierre Mauroy, tout à l'heure, s'est refusé à les commenter. En revanche, au Parti socialiste, on parle d'ingérence dans les affaires intérieures françaises. Écoutez la réaction du secrétaire national du Parti socialiste, Marcel Debarge. Jugez-vous les propos de M. Begin? Écoutez, je viens de prendre connaissance d'une dépêche d'agence, vraisemblablement comme vous. Je pense que ça pourrait s'assimiler presque à une ingérence dans les affaires intérieures de la France. Deuxièmement, nous sommes, encore une fois, pour dépassionnaliser cette affaire, pour dépassionnaliser les choses, tout en étant parfaitement solidaires, tout en étant conscients de la nécessité de la lutte contre l'antisémitisme. Et je crois que M. Begin ne rend pas service à ceux qui veulent lutter contre l'antisémitisme en tenant de tels propos. Alors, les réactions de colère contre le gouvernement français et le président de la République ont été désapprouvées hier soir dans un communiqué du Renouveau juif qui toutefois demande avec insistance aux autorités françaises de passer à l'offensive contre le terrorisme international. Cela dit, aujourd'hui encore, d'autres voix ont lancé les mêmes accusations. Écoutez par exemple ce que disait ce matin à Paris l'éditorialiste de Radio Shalom, la radio de la Fédération des Juifs de France. Non. Je n'oublierai jamais que 22 mois après Copernic, une nouvelle fois, le terrorisme aveugle a frappé ma famille. Je n'oublierai jamais, mais je ne puis pardonner. Alors ce matin, personne ne m'empêchera de crier ma souffrance. Ce matin, je ne sais plus ce que veut dire le pardon. Ce matin, je me sens inutile. Et pourtant, ce matin, j'ai envie de vivre. Pour que vous, les salauds, n'oubliez jamais ce que vous avez fait à ma famille. Ce matin, je vous le jure, vous à qui la vie tendait les bras, mes enfants sauront, mes enfants apprendront, mes enfants n'oublieront jamais. Mais tout comme moi, mes enfants ne pardonneront jamais. Et puis, tout à l'heure, en fin d'après-midi, une manifestation à Paris a rassemblé à peu près 700 personnes devant l'ambassade d'Israël à l'appel du collectif des mouvements sionistes de France. Une manifestation qui a failli dégénérer et au cours de laquelle on a de nouveau pris à partie l'OLP, bien sûr, mais aussi le gouvernement français, la presse et en particulier la télévision. Marie-Christine Lux. Si un cercueil devait symboliser le soutien aux familles des victimes de la rue des Rosiers, ce rassemblement sioniste devant l'ambassade d'Israël était surtout l'expression d'une grande colère contre les médias. Nous-mêmes avons dû nous éloigner devant l'attitude menaçante de certains manifestants.
D'autres journalistes de la télévision et de la radio ont également été pris à partie. Ils nous rejetaient la responsabilité des événements liés à notre manière de rendre compte. Selon les organisateurs, cette manifestation aurait dû être marquée par aucune hostilité, mais signifiait un soutien déterminé à Israël et à Menahem Begin. Une grande banderole dominait par ailleurs les lieux et exprimait toute leur rancœur. La France épargne l'OLP, l'OLP n'épargne pas les Juifs. Nous avons voulu tenir à faire cette manifestation car justement c'est pour marquer que la communauté juive réagit et que malgré les interdictions, enfin pas les interdictions, les recommandations de ne pas faire cette manifestation de M. Gaston Defferre et cet odieux chantage qui nous a été fait, pas chantage mais enfin cet odieux marchandage pardon, qui a été fait par M. Gaston Defferre du style vous ne faites pas de manifestation car nous avons réussi à annuler la manifestation communiste, et ben non, nous ne marchons pas dans ce jeu-là. Et alors pourquoi cet antagonisme vis-à-vis de la presse? Écoutez, je crois que cet antagonisme envers la presse, d'abord, ne vient pas des organisateurs. Les organisateurs ont essayé plutôt de vous protéger, ce qui est tout à fait normal. Mais je crois que c'est le peuple juif lui-même qui a montré sa détermination face aux médias qui ont donné des informations insidieuses sur tout ce qui s'est passé et qui, justement, ont plus ou moins cautionné un tel attentat. Alain de Rothschild, le président d'honneur du Consistoire de France, a lancé cet après-midi un appel à la jeunesse juive, lui demandant d'être raisonnable. Il ne faut pas créer de milice privée, a-t-il dit tout à l'heure, en sortant de l'hôtel Matignon où il venait d'être reçu par le Premier ministre. Pierre Mauroy lui a donné des assurances sur un renforcement des mesures de sécurité pour protéger en France la communauté juive. Le Premier ministre qui assistera demain en fin d'après-midi à l'office religieux qui sera célébré à la Grande Synagogue de Paris en mémoire des victimes de la rue des Rosiers. Une délégation du Parti socialiste, une autre du Parti communiste participeront également à cette manifestation de recueillement. Jacques Chirac également, il est actuellement en Corrèze, il a fait dire qu'il y serait aussi. Cette cérémonie sera suivie d'une veillée silencieuse devant le mémorial du martyr juif à Paris. Et puis Monseigneur Lustiger, archevêque de Paris, qui est actuellement en voyage à l'étranger, doit également rentrer dans la capitale française pour assister à ces cérémonies. D'autre part, la manifestation qui avait été prévue aujourd'hui par 11 organisations politiques et syndicales, 11 organisations de gauche, pour protester à la fois contre l'attentat de la rue des Rosiers et contre l'invasion israélienne au Liban, cette manifestation a finalement été annulée ce matin par ses organisateurs, à la demande du ministre de l'Intérieur Gaston Defferre, annulée sans doute par crainte d'incident ou de provocation. Pierre Juquin, un membre du bureau politique du Parti communiste français, explique les raisons de sa décision. Cette manifestation était prévue cet après-midi pour la paix au Liban, le cessez-le-feu, l'arrêt de l'agression israélienne, la solidarité au peuple palestinien et libanais, ainsi qu'aux gens qui, en Israël, avec beaucoup de courage, luttent pour la paix. Naturellement, dès la nouvelle de l'attentat horrible de la rue des Rosiers, les organisateurs de la manifestation ont ajouté comme mot d'ordre la protestation contre ce crime qui nous apparaît être une provocation. Cela étant, dans la nuit dernière, le ministre de l'Intérieur, M. Defferre, au nom du gouvernement, nous a demandé de la façon la plus pressante de reporter cette manifestation par crainte d'une provocation éventuellement sanglante. C'est ce que nous avons fait d'un commun accord avec esprit de responsabilité. Est-ce que le ministre de l'Intérieur vous a donné des précisions sur les menaces qui pesaient sur cette manifestation? Le ministre de l'Intérieur nous a donné les précisions nécessaires et il est apparu que nous devions reporter cette manifestation. Naturellement, notre combat pour la paix au Liban continue. Et nous envisageons de nouvelles initiatives les plus unitaires, les plus larges possibles, afin de favoriser les efforts français qui contribuent à l'établissement d'une paix juste au Liban. Voilà, je pense que nous avons fait à peu près le tour des informations dont nous disposons aujourd'hui concernant cet attentat de la rue des Rosiers. Je vous propose, avant de refermer cette page de l'actualité, la réflexion d'un historien, Philippe Bourdrel. Il est l'auteur d'une histoire des Juifs de France, et pour lui, vous allez l'entendre, l'attentat d'hier représente à la fois une continuité et un jalon dans l'histoire de l'antisémitisme en France. Pouvoir relier l'événement de la rue des Rosiers comme celui de la rue Copernic à une forme d'antisémitisme français, là, franchement, je crois que l'on ferait erreur. C'est une forme nouvelle de l'antisémitisme, mais qui est visiblement, les gens sensés et avertis vous le diront, qui est visiblement liée à un contexte international et en l'occurrence au drame effroyable que vit actuellement le Liban. Alors justement, le terrorisme anti-juif auquel on assiste actuellement en France, ne serait-il qu'un épiphénomène, au fond, l'exportation d'une guerre chez nous? L'exportation d'une guerre, très certainement.
Ceci dit, il faut bien se rendre compte qu'il existe une sorte de permanence d'un antisémitisme viscéral qui n'ose pas dire son nom, diffus, permanent. Nous avons tous l'occasion d'en saisir justement malheureusement la permanence. C'est cette forme de rejet à caractère un peu ancestral par une catégorie sociale de la population, de caractère bourgeois, disons, qui voit dans le juif ce qui a pu être autrefois un concurrent, n'est-ce pas, un rejet, hérité de Vichy, etc. Ça, c'est une chose. Mais il est bien certain qu'il y a d'autre part une forme de racisme tout à fait différent en France que celui de l'antisémitisme, qui est le racisme, à proprement parler, anti-arabe, qui est là, permanent, et qui, pour moi, sont intimement liés. Pour moi, ce n'est pas seulement pour moi, n'est-ce pas? C'est une évidence. Il est bien certain que nous devons prendre conscience de la connexion étroite entre cette forme de racisme qui aujourd'hui frappe des Juifs, mais qui demain pourra frapper des Arabes. Alors le point sur la guerre du Liban, justement, et d'abord sur le plan diplomatique. L'envoyé spécial des États-Unis au Proche-Orient, M. Habib, se rend ce soir de Beyrouth à Jérusalem où il doit rencontrer demain Menahem Begin et plusieurs membres du cabinet israélien pour discuter avec eux des conditions qu'ils ont posées aujourd'hui lorsqu'ils ont examiné le plan de paix que M. Habib leur avait proposé, plan de paix élaboré avec l'OLP et le Liban. Le gouvernement israélien a donc donné son accord de principe sur un plan d'évacuation des Palestiniens de Beyrouth-Ouest, mais l'accord annoncé cet après-midi est assorti de conditions sur les modalités de cette évacuation. Ces conditions font que les milieux officiels, français comme américains, se montrent ce soir d'un optimisme prudent sur la possibilité d'une issue négociée à cette guerre du Liban, laquelle continue sur le terrain puisque l'aviation israélienne a de nouveau bombardé cet après-midi les quartiers périphériques de Beyrouth-Ouest. Dominique Poncet. La course diplomatique a donc pris un nouveau départ aujourd'hui à 13h35 heure française, lorsque le gouvernement israélien, après 4 heures de discussion, a fait savoir par la voix de son porte-parole qu'il donnait son accord de principe au plan de paix américain pour Beyrouth. Cet accord, tant attendu, s'assortissait toutefois de 2 conditions. D'abord, le gouvernement de Menahem Begin veut avoir une liste précise de tous les pays prêts à accepter, je cite, les terroristes. Ensuite, il veut également une liste numérique des combattants acceptés par chaque pays pour pouvoir vérifier que tous les combattants palestiniens auront bien quitté Beyrouth. À ces 2 conditions, les autorités de Tel Aviv ont ajouté une 3e exigence. La force multinationale d'interposition ne devra se déployer qu'après le départ des combattants palestiniens de la capitale libanaise. En restreignant ainsi son accord au plan de Philippe Habib, le gouvernement de Menahem Begin a en quelque sorte jeté la balle dans le camp arabe. C'est désormais en effet aux 4 pays qui s'étaient proposés de recevoir les combattants palestiniens, c'est-à-dire la Syrie, l'Égypte, l'Irak et la Jordanie, auxquels se sont joints aujourd'hui le Soudan et les 2 Yémen, de faire connaître maintenant clairement leur position. La Syrie vient à l'instant de faire connaître la sienne, elle accepte d'accueillir tous les combattants palestiniens. Si les autres pays adoptaient la même attitude, tout pourrait se débloquer dès jeudi. Les forces d'interposition,